Ok, donc l'info de la zone marginale, on va essayer de faire un petit overview global, sans empiéter sur la partie Anapat et surtout Marie, si je m'approche de ta partie, dis-le tout de suite, comme ça je squeezerai les diapos. Donc tout d'abord, l'info de la zone marginale est évidemment issue d'un lymphocyte, hein, un lymphocyte B de type zone marginale. Et c'est un peu plus compliqué que ce que ça en a l'air initialement, puisque on a plusieurs types de lymphocytes B qui, a priori, forment à la fin les tissus dits de la zone marginale. Mais donc, évidemment, ces lymphocytes sont issus de la moelle osseuse. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont Notch2 dépendants. Et ensuite, ils peuvent avoir différentes fonctions, à la fois euh, participer à la réponse T indépendante rapide et à la fois collaborer aux réponses T euh, dépendantes. Et à la fin, ces lymphocytes B vont finir dans les organes lymphoïdes secondaires, voire tertiaires. C'est pour ça qu'on a évidemment des atteintes extra-ganglionnaires qui sont très connues. Et donc, comme dans beaucoup de cancers et beaucoup de lymphomes, en tout cas dans les lymphomes, il y a avoir un lymphome de la zone marginale, il faut non seulement hyperstimuler ce contingent de lymphocytes B de type zone marginale, y ajouter des événements oncogéniques et on obtient un lymphome. On sait que dans ce lymphome de la zone marginale, il y a trois grands sous-types, hein, extraganglionnaire, ganglionnaire et splénique, et que chacun de ces sous-types peut avoir des maladies un peu qui préfigurent ou qui peuvent être des conditions préliminaires à ce lymphome, à la fois des agents infectieux, qui soient bactériens ou viraux, des maladies immunitaires ou lymphocytose B monoclonale qu'on peut retrouver de manière complètement fortuite et qui peut être une pré-maladie, un pré-cancer de quel que soit le sous-type, vous le verrez plus tard. Pour poser un bon diagnostic, il est important de faire des diagnostics différentiels, enfin d'éliminer des diagnostics différentiels. Donc, comme vous voyez, il peut y en avoir beaucoup, surtout au niveau de la rate. Donc, ça pose des questions au niveau diagnostic, mais je pense que Marie va revenir sur ce sujet. Et enfin, donc même si c'est un lymphome indolent, il peut se transformer, hein, comme le lymphome folliculaire par exemple, transformer en lymphome diffus à grande cellule B. Ça, c'est le principal cas de transformation. Et dans des cas très minoritaires et très rares, on peut avoir une transformation en lymphome de Hodgkin classique. Voilà. Donc, quand vous considérez tous ces éléments, vous dites, ben, du coup, à ce moment-là, il y a chaque atteinte d'organe va avoir ses propres questions à traiter. On va avoir le lymphome ganglionnaire qui va être le lymphome un peu d'élimination qu'on va un peu aborder comme le lymphome folliculaire parce qu'il est uniquement ganglionnaire. Et puis, on va avoir qu'est-ce qu'on fait des conditions préexistantes, des maladies auto-immunes, infectieuses, etc. Est-ce qu'en traitant ces conditions initiales, on traite la maladie? Et au-delà de la classification clinique, on a maintenant de plus en plus de données au niveau biologique, et peut-être que Marie aussi reviendra dessus. Donc là, je vraiment passe très vite, mais c'est la revue du New England en 2022 par nos collègues suisses-italiens qui a regroupé ce tableau pour dire que bah, il n'y a pas vraiment de bon, il y a de rares il y a des situations, hein, si on a un arrangement incluant Malte, hein, c'est vraiment en faveur d'un lymphome du Malte extra-ganglionnaire. Mais pour d'autres mutations, on va éliminer un sous-type et on va en favoriser deux autres. Voilà. Et donc, il y a vraiment, je pense, un avenir à une classification intégrative des lymphomes de la zone marginale. Pourquoi? Parce que historiquement, les classifications elles sont histologiques et donc Marie va nous en parler, nous les détailler, mais donc avec les trois grands sous-types, sans compter le cutané qui fait sa vie, qui a sa vie à part entière, et Marie en parlera parce que c'est la grande spécialiste de ce lymphome. Donc ça, c'est la partie pathologique, hein, vue par les pathologistes tels qu'ils reçoivent les échantillons quand on les prélève. Donc selon l'organe qu'on prélève, ils vont poser un diagnostic et ils vont dire compatible avec tel diagnostic. Et ensuite, il y a les situations où il y a de multiples organes atteints et donc là, à ce moment-là, du coup, c'est quoi? C'est extra-ganglionnaire, c'est splénique. Et donc, c'est pour ça que les Italiens, depuis 2010, ont implémenté dans leur cohorte ce qu'on appelle le NF10, qui est leur cohorte prospective depuis 2010, euh, une classification qui est clinique uniquement et qui ajoute à trois sous-types histologiques un quatrième sous-type qui est le sous-type disséminé. Ce qui, en fait, bouscule toute la répartition des patients selon les sous-types et surtout qui
est intéressant, mais pas vraiment validé sur la concordance. Bon, bref, mais c'est quand même utilisé et ça a un intérêt. C'est même utilisé dans le score pronostic MZL-IP qui a été du coup validé pour les essais de première ligne, tous sous-types confondus, récemment en 2024. Et du côté de la France, du côté de Realisa, et donc de la cohorte zone marginale qu'on appelle Realma, on a opté pour une approche intégrative qu'on se chargera d'évaluer prochainement et de comparer aux autres classifications, qui veut donc tout d'abord tenir compte des biomarqueurs s'ils sont disponibles, ce qui est vraiment rarement le cas, il faut être honnête, à ce stade, en tout cas par le passé. On espère que ce le sera de plus en plus et que ça va rentrer dans les pratiques. Et ensuite, de suivre un algorithme clinique qui est le suivant. Donc, si vous avez un site muqueux typique d'un lymphome de la zone marginale extra-ganglionnaire, quelles que soient les autres atteintes, c'est un zone marginale extra-ganglionnaire. Si vous n'avez pas d'atteinte muqueuse, mais que vous avez une atteinte de la rate et ou myélosanguine isolée, et je dis bien isolée, à ce moment-là, on peut l'attribuer à un zone marginale splénique, soit palpable, soit en devenir, hein, selon si on n'a qu'une forme myélosanguine isolée. Et enfin, par élimination, si on a une atteinte ganglionnaire, plus ou moins associée à une phase circulante, ce sera un lymphome de la zone marginale dit ganglionnaire. Donc là, c'est vraiment très important parce que les classifications, c'est ce qui va vraiment déterminer ensuite votre prise en charge thérapeutique. Et vous allez voir que en fait, c'est vraiment très important de faire attention à la manière dont on classifie un lymphome de la zone marginale quand on le diagnostique. Donc, le zone marginal, on croit que c'est une maladie rare, mais c'est pas si rare, hein, 2800 cas par an, grosso modo, une augmentation qui ne s'arrête pas, plus 4% par an. Donc, vraiment, c'est une maladie en vogue, hein, qui ne cessera d'être voilà, d'être de plus en plus importante, puisque là, avec la population qui vieillit, on aura de plus en plus de patients atteints d'un lymphome de la zone marginale, en sachant que après 65 ans, eh bien, l'occurrence du zone marginal est plus fréquente que celle du folliculaire qui lui a son pic autour de 45-50 ans. L'âge médian au diagnostic en France, c'est 72 ans. La survie après le diagnostic, elle est excellente. Si on considère uniquement les patients traités, elle est un petit peu moins bonne, elle est en dessous de la population générale, donc c'est ce qui nous incite à trouver des solutions, mais elle est globalement bonne. Et ce qu'il faut savoir, donc il n'y a jamais d'urgence vitale immédiate, hein, sauf de rares cas hein, dans la zone marginale. Et dans la cohorte donc, Realma qu'on a faite en France, on avait près de 28% des patients qui étaient initialement observés, donc c'est-à-dire pas de traitement immédiat. Cette épidémiologie qu'on voit en France, elle est très similaire à ce qu'on voit aux États-Unis, avec une augmentation de 1 à 4% par an hein, sur l'incidence standardisée, 7% des lymphomes non-Hodgkiniens, et ça augmente avec l'âge. Et pour ce qui est des sites d'atteinte extranodale, eh bien, de manière privilégiée, c'est évidemment l'estomac, bien avant les annexes oculaires, la peau, le poumon, etc. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que H. pylori diminue grandement sur les dernières décennies. Euh, Tout d'abord, il y a moins de gastrite à H. pylori de manière générale, et il y a moins de lymphome enfin, de la zone marginale extra-ganglionnaire gastrique associée à H. pylori. Ça, c'est quelque chose de véridique. Et donc, on voit en Angleterre, c'est passé de 92 à 32%, en Italie, de 64 à 17%. Et si vous interrogez vos collègues gastro-entérologues, ils vous diront que oui, une trend, une tendance qu'ils vont observer aussi dans leur pratique courante. En tout cas, le traitement d'H. pylori en première ligne, c'est celui qui est standardisé. Il y en a même un traitement de deuxième ligne. Il y a des manières d'évaluer. Ça on respecte tout à fait les recommandations des gastro-entérologues. Mais un Helicobacter pylori résistant doit vous faire rechercher un lymphome sous-jacent. Donc, le diagnostic, comme je l'ai disais, il est difficile à la fois en termes de classification, mais aussi en termes d'anapath. Et Marie vous le redira, mais non seulement le fait de faire relire le cas par lymphopathe corrige jusqu'à 40% des présentations nodales. Et parmi les cas qui sont compliqués, si on les passe au NGS, eh ben derrière, on peut remodifier. Enfin, voilà, on va se faire aider dans près de trois quarts des cas
Donc c'est pour vous dire que c'est des situations parfois pas toujours simples et que c'est vraiment intégratif. Je vais pas passer, je vais pas m'arrêter sur ce tableau, c'est juste un tableau général qui nous dit que c'est pas blanc ou noir. Parfois, le C-dessin qui est positif aligne le phénotypage dans le sang, parfois il est négatif. Donc souvent il est négatif, hein. C-dessin doit faire évoquer plutôt un manteau, mais bon, parfois c'est positif. La cytogénétique, on aimerait qu'elle nous tranche les situations, mais c'est pas toujours le cas. La biologie moléculaire, idem. Et surtout, on ne l'a pas toujours, même très rarement. Donc, il y a vraiment voilà, une connaissance, une expérience à acquérir et un diagnostic intégratif, je le répète toujours et encore. Pour ce qui est pour ce qui est du bilan initial au diagnostic, donc c'est le bilan classique des lymphomes, mais si vous avez une atteinte d'organe, il faut évidemment investiguer l'organe avec des IRM quand c'est les glandes salivaires, les annexes oculaires, etc. Si c'est le gastrique, il faut des endoscopies, hein, des biopsies. Mais pour ce qui est des examens classiques d'hématologie et surtout de la radiologie de la médecine nucléaire, historiquement, considéré que la TEP, c'était pas adapté parce que c'est un lymphome indolent, donc soi-disant, c'est pas FDG à vie, mais malheureusement, mais on s'est bien rendu compte que c'est pas exactement la vérité, puisque dès 2007, on voit que 70% des lymphomes de la zone marginale sont en fait FDG à vide, et que finalement, dès 2007, les recommandations de Lugano, c'était bon, bah, si vous l'avez fait au diagnostic et que c'est positif, vous pouvez l'utiliser pour le suivi. Voilà. Donc, moi, je vous incite en tout cas à réaliser une TEP à tous les diagnostics de lymphome de la zone marginale, quel que soit le sous-type. Voilà. Et s'il n'est pas avide, ce qui sera dans de rares cas, vous suivrez différemment. Mais s'il est avide, eh ben, ça vous sera très utile. Et même si le rôle de la TEP est toujours en cours d'investigation au sein de plusieurs essais de l'IELSG, vous avez en tout cas une première étude rétrospective japonaise qui montre que le Deauville score, hein, ce qui est très imparfait, mais le Deauville score après initiation du traitement pouvait être un marqueur pronostic dans les lymphomes de la zone marginale. Donc c'est pour dire que la TEP a un avenir dans la zone marginale, mais qu'on n'en a pas encore vraiment la connaissance exacte. Pour ce qui est du zone marginale gastrique, il y a un débat qui est celui de la stadification. Là, on est toujours sur la stadification. Figurez-vous qu'il existe une classification de Paris, mais qui n'a pas été élaborée par des hématologues, mais par des gastro-entérologues, et qui est une classification TNM, mais super complexe et dont on n'a pas du tout l'habitude quand on est hématologue. Donc en fait, c'est une classification qu'on n'utilise jamais dans les essais thérapeutiques d'hématologie. Et donc c'est un débat qu'on a avec nos collègues de gastroentérologie, c'est comment on peut faire pour homogénéiser les pratiques, sachant que eux, ils ont souvent les patients quand c'est des formes très localisées et au tout début, et que nous, on les récupère soit quand il va falloir faire un traitement systémique, soit ils nous arrivent directement, et à ce moment-là, on va les classifier selon ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire souvent un arbre. Et d'ailleurs, c'est le Ann Arbor qui est utilisé dans les scores pronostiques des MATIPI et MATIPI révisés dans cette pathologie. Les scores pronostiques, je ne vais pas rentrer en détail, mais il en existe et il en existe surtout par sous-type. Le MALTIPI principalement dans la forme extraganglionnaire qui a été révisé, tentative d'amélioration en important une donnée intéressante, c'est-à-dire que quand vous avez plusieurs atteintes muqueuses au lieu d'une seule, c'est vraiment un critère de mauvais pronostic en plus, et ça c'est intéressant de le savoir. Dans la forme splénique, on en a deux, mais voilà, je pense que le plus simple, c'est l'HPLL simplifié, hein, donc c'est vraiment utiliser les quatre critères de l'HPLL. Et pour ce qui est de la forme ganglionnaire, on n'a pas de on n'a pas de score pronostic validé spécialement pour ce sous-type, mais donc le FLIPI, en tout cas, a fait office enfin, a été validé de manière rétrospective en disant bon, bah, ça marche pour classifier les patients qui ont ce sous-type histologique. Et enfin, très récemment, comme je vous le disais, on a validé ce score MZLIP qui, lui, correspond enfin, est utile à l'initiation du traitement d'une thérapie systémique, donc pour des formes disséminées plutôt, dans des essais cliniques qui incluent tous les trois sous-types. Donc voilà, ça fait beaucoup de conditions et c'est surtout pour donc, les essais cliniques que ce score pronostic est utile et pas vraiment à la pratique courante. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, en dehors des scores pronostiques, on a d'autres éléments qui peuvent avoir un rôle pronostic. Et donc, le rationnel biologique, on ne l'a pas du tout tracé, hein, le lien de causalité, mais bon, voilà, des chercheurs ont mis en évidence que avoir un pic monoclonal était associé à un moins bon pronostic en termes de PFS que ne pas avoir de pic monoclonal.
Et enfin, avoir une phase circulante n'influe en rien votre devenir quand vous êtes zone marginale. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tout de suite vous vous disiez, ah, bah, la phase circulante égale stade 4 égale gravité, urgence de traitement. Non, on n'en est pas du tout là en ligne marginale. Et donc, parlant de phase circulante, la question qui va se poser à l'avenir dans une zone marginale, c'est peut-on avoir recours à une MRD? MRD, donc on commence à avoir les premiers éléments, mais surtout dans la zone marginale splénique, MRD, qui à la fin du traitement, même dès l'évaluation intérimaire après 3 cycles de herbendamustine, montre une capacité voilà, pronostic très intéressante. Et donc, c'est quelque chose à confirmer, mais voilà, qui sera certainement à l'avenir utilisé. Alors, il y a quelqu'un qui pose dans le chat. N'hésitez pas à me poser vos questions. Très bien. Euh, les marqueurs prédictifs, donc ça, c'est comme dans le folliculaire, comme dans le DLBCL, j'ai envie de dire. C'est vraiment 24 mois, ça devient vraiment un marqueur de référence. Quand vous commencez un traitement, hein, c'est une fois que vous commencez une thérapeutique systémique, chimiothérapie, immunochimiothérapie, à partir de là, si vous ne rechutez pas dans les 24 premiers mois, à ce moment-là, vous allez avoir une courbe de survie qui rejoindra celle de la population générale. Peut-être que vous mourrez quand même de votre lymphome, mais voilà, pas rapidement. Et voilà, donc c'est très intéressant, à la fois en termes de PFS et d'OS, ça prédit ça. Mais voilà, c'est juste un marqueur pronostic après le début du traitement, donc à 24 mois. De manière intéressante, récemment, nous, on a validé ce qu'on appelle un marqueur surrogate, enfin, deux marqueurs surrogate. Donc ça, c'est uniquement pour les essais de phase 3, et c'est pour, au lieu d'attendre 8 ans, une différence de PFS, ben maintenant, il suffit d'attendre que 2 ans. Voilà, soit en utilisant le temps jusqu'à réponse complète borné à 24 mois ou le taux de réponse complète à 24 mois. Et donc ça, on avait vraiment des très bonnes données de substitution de la PFS. Je me dépêche pour être à l'heure. Donc, on va avoir plusieurs types de traitements et plusieurs types d'indications, et selon que le stade soit localisé ou disséminé. S'il est localisé, eh bien, quand on identifie un agent infectieux, on le traite toujours, que ce soit H. pylori, sous le BHC, voilà, parce que ça permet des rémissions. Ça permet même de guérir, enfin voilà, de mettre en rémission le lymphome juste avec le traitement de l'agent infectieux. Si c'est résistant aux antibiotiques dans le gastrique, mais que c'est très accessible à la radiothérapie, go 24 grains de radiothérapie et vous avez des très très bonnes courbes de PFS. S'il n'y a pas de radiothérapie, alors dans certains cas, dans les formes pulmonaires, on peut donc faire du rituximab seul, hein, mais si on ne veut pas être invasif, mais en tout cas, il y a des gens qui ont fait de la chirurgie et ça donne des bons taux de réponse autour de 75%. Je vais vous montrer juste après. Pour ce qui est de l'atteinte disséminée, ben, à ce moment-là, c'est beaucoup plus, c'est pas si simple, hein. Donc, dans la forme nodale, ça va rejoindre un peu les critères GELF du folliculaire. Donc là, pour le coup, c'est assez carré. Pour les formes, pour la forme splénique, il y a des critères qui ont été élaborés basés sur les cytopénies, donc 10 grammes d'hémoglobine, 80 000 plaquettes, 1000 neutrophils. À part quand on descend en dessous, ça devient une indication à débuter une thérapeutique, une thérapie systémique. Et enfin, pour ce qui est des formes extranodales, alors là, c'est là où c'est le plus flou parce que il faut que le clinicien ressente que son patient ait besoin d'un traitement et on essaye d'avoir au moins un des trois critères du multiple pour pas que ce soit purement subjectif, c'est-à-dire qu'il y ait au moins les LDH élevés, un stade disséminé ou un AGV. Et voilà qu'à ce moment-là, ça vaut le coup de débuter un traitement. Comme je vous disais, les thérapies localisées, ça a des très bons résultats. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Dès que vous avez un node marginal localisé, 75% de réponse complète pour H. pylori avec la quadrithérapie. Pour ce qui est des tétracyclines et d'oxycycline dans les autres localisations extraganglionnaires, c'est vraiment pas, pas validé, quoi. Ça a été fait dans les essais, vous trouverez des papiers là-dessus, mais les taux de réponse sont pas fous. Surtout que maintenant, il y a plein de gens qui ont, par exemple, chlamydia psittaci dans l'œil. Il y a plein de gens qui ont dit, moi, j'ai pris tous mes cas d'annexe oculaire, j'ai jamais retrouvé chlamydia psittaci. Donc, voilà, c'est un peu moins consensuel. Pour ce qui est de l'hépatite C, il n'y a aucun doute qu'il faut traiter 75% de réponse complète. Pour ce qui est de la forme gastrique, radiothérapie, on en a parlé, et des annexes oculaires ou du poumon, on peut avoir de la chirurgie, comme je vous disais, entre 69-75% de réponse complète, de PFS à 7 ans.
Et pour ce qui est de la splénectomie, en première ligne, ben, ça a été intéressant par le passé, mais je pense qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir s'en passer. Et en rechute, ben, voilà, c'est vraiment pas l'option à privilégier quand de nouvelles thérapies vont émerger, parce que vous voyez que les taux de PFS sont quand même pas. L'évaluation de la réponse, comme toujours, donc la clinique, évidemment. L'évaluation de la moelle, c'est si seulement vous l'avez faite au diagnostic et que vous voulez absolument savoir si le patient a une réponse complète dans sa moelle, ça vous pouvez le refaire. Euh, le, le, la CMF dans le sang, c'est pas parfaitement validé, c'est pas une MRD comme on le trouve dans les essais cliniques, mais je pense que c'est intéressant de la faire hein, quand il y en a une phase circulante. Et enfin, évidemment, bah, voilà, en dehors de la NFS, il y a évidemment le scanner ou la TEP si elle était positive initialement. Dans la forme splénique, on a des critères très particuliers de réponse complète, qui sont des critères de Mathieu que voilà, je vous ai listé là et que vous pourrez retrouver. Je vous ferai passer le PowerPoint sans problème. Pour ce qui est de la forme gastrique, on a les critères GELA qui sont histologiques. Pour la forme conjonctivale, il est important qu'il aille voir l'ophtalmo. Et pour la forme oculaire, eh bien, il faut aussi une IRM et une TEP qui sont validées dans cette indication. Mais les trois questions qu'on se pose en clinique, hein, c'est vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un standard of care dans les trois sous-types? Est-ce qu'il y a un rôle de la maintenance? Et quelles sont les options en rechute? En première ligne, dans la forme extranodale, on a vraiment voilà, une à deux options, c'est-à-dire que la plus robuste scientifiquement, c'est R-chlorambucil, parce qu'elle a été validée sur un essai de phase 3 avec 401 patients, mais avec des taux de réponse complète et de PFS qui restent voilà, à améliorer, hein. Et le chlorambucil, bah, on sait que ça a un effet un peu limité, alors que R-bendamustine, sur une phase 2 de 60 patients, mais derrière d'autres cohortes rétrospectives ont confirmé ces résultats, on a vraiment une PFS à 5 ans, 7 ans, au-dessus de 90%. Donc ça, c'est vraiment super bien, surtout que pour éviter les toxicités, si on est en réponse complète à 3 cycles, on peut arrêter la banda à 4 cycles, donc faire que 4 cycles en tout. Mais est-ce que c'est vraiment le standard of care? Euh, en tout cas, pour beaucoup de patients en formes disséminées, surtout les patients, si les patients sont fit, il ne faut pas hésiter à faire la Herbinda. Si les patients sont moins fit, eh bien, à ce moment-là, plutôt privilégier Herclorambucil, sachant qu'il y a de la toxicité de l'Herbinda, hein. La Banda est toxique. Et avec décrite dans les essais des cancers, enfin cancers secondaires, dont une leucémie blastique, et avec le risque d'infection. Voilà. Mais dans la grande majorité des cas, quand les patients sont fit, c'est quand même bien toléré. Et l'herchlorambicine, du coup, selon le biologie 19. Pour ce qui est de la forme splénique, alors je me mets dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour la forme splénique, la R-bendamustine a aussi été testée et avait montré des taux de réponse et de PFS qui étaient, enfin surtout des taux de PFS qui étaient satisfaisants, mais qui étaient associés à une toxicité vraiment encore plus importante dans la forme splénique que dans la forme extra-ganglionnaire, ce qui a incité les investigateurs de l'essai Brisma à vraiment dire nous ne recommandons pas ce protocole parce qu'on estime qu'il est trop toxique par rapport à l'indolence de cette maladie. Et donc, finalement, on se rend compte qu'avec juste 6 rituximab plus 6 rituximab de maintenance, que juste un an suffit en fait de maintenance, eh bien, on a des très bons taux de PFS qui sont au-dessus de 80% et c'est très satisfaisant. Voilà. Enfin, pour ce qui est de la splénectomie, donc comme je vous disais, en rechute, c'était vraiment pas terrible, 35%, je crois, à 5 ans de PFS. Là, c'est 50-60% en première ligne. Vraiment, pas optimal. Parfois, pas le choix, hein, mais pas optimal. Euh, Tous ces éléments que je vous ai dit ont été confirmés dans des données de vie réelles publiées en Espagne, hein, qui nous montrent que dans la phase splénique, rituximab seul suffit, c'est équivalent à R-chimio et c'est mieux que la splénectomie. Pour la forme nodale, pour le coup, on a encore moins de données. On n'a jamais eu un essai thérapeutique uniquement dans cette indication, dans ce sous-type. On peut juste se reposer sur l'essai Bright qui a été publié en 2013, figurez-vous, qui mélangeait des folliculaires et des zones marginales. Et voilà, sur lequel la R1 était meilleur que le R-CHOP dans le sous-type, y compris dans le sous-groupe zone marginale. Voilà, donc c'est ce que cette fois-ci, c'est R banda x 6 et on n'a pas de possibilité d'arrêter à 4 cycles, même si on est en rémission précoce.
La question de la maintenance. Donc, pour ce qui est de la forme extranodale, on a vraiment des données récentes de 2024 qui sont très intéressantes, qui sont celles de l'ULG 38, qui nous a montré que, au final, eh bien, si on fait de la maintenance, on va optimiser nos taux de réponse complète. Et donc monter, mais y compris après la fin de la maintenance. Donc, ce qui a été très, très satisfaisant. Donc, ce qui montre qu'il y aurait un intérêt. Mais bon, malheureusement, comment dire, on va dire que c'est pas dans le. Voilà, peut-être que le gain obtenu et la demande en face des cliniciens et des patients fait que, en tout cas, l'HAS, enfin, donc, voilà, les recommandations et les AMM aujourd'hui ne considèrent pas la maintenance comme un traitement standard dans l'AMM pour la forme extranodale. Pour ce qui est de la forme splénique, bon, on en a parlé, c'est beaucoup mieux avec la maintenance. Et pour ce qui est de la forme nodale, tout ce qu'on avait, mais c'est mélangé nodal et splénique. Et dans la sous-partie nodale, il semblait y avoir un intérêt à la maintenance, comme ce qui avait été vu dans le folliculaire, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fera demain surtout? Qu'est-ce qu'on fera demain? Alors tout d'abord, l'ibrutinib, hein, qui a été pour la première fois en 2013 ou 2014, hein, première autorisation de mise sur le marché pour l'ibrutinib dans les zones marginales, ce qui a été retiré par la suite avec l'arrivée des BTKI de nouvelle génération. Donc, R-ibrutinib, c'est publié très récemment maintenant en bithérapie, bithérapie en première ligne. Et on voit que, surtout dans la forme nodale, on a vraiment de très bons résultats. Donc ça a été montré à Lugano en 2023. La publication n'est pas encore sortie, mais voilà, le R-ibrutinib pourrait être un nouveau standard chemo-free au moins dans un des sous-types de l'inflammation marginale. En rechute, alors voilà, donc en première ligne, on n'a que ça hein, à se mettre sous la dent comme potentielle innovation en première ligne. En rechute, BTKI en rechute, on a cette fois-ci, bah, voilà, maintenant on a le zanubrutinib qui est dans l'AMM en France, hein, vous pouvez en prescrire. Et donc, vous voyez que les taux de réponse globale et des réponses complètes dans les différents essais montrent que bah, là, voilà, le taux de réponse globale était meilleur dans Magnolia pour le zanubrutinib et de même le taux de réponse complète, raison pour laquelle c'est l'option privilégiée aujourd'hui en deuxième ligne. Mais à savoir que maintenant la bithérapie erzanubrutinib est en cours d'évaluation dans l'AC Mahogany et qu'il semble y avoir aussi des résultats satisfaisants. Enfin, je me permets enfin, voilà, donc on parlera des essais de rechute encore après. Voilà. Pour ce qui est des PI3 kinase inhibiteurs, qui sont aussi des molécules qui ont été largement essayées dans le lymphome de la zone marginale, avec beaucoup d'échecs, il faut le dire, hein, parce que c'est quand même assez toxique, ces molécules. Y compris le copanlisib, hein, qui a démontré des taux de réponse inégalés, mais y compris en mono ou en bithérapie, mais avec une toxicité qui aujourd'hui fait que ces médicaments n'ont pas l'AMM, mais à suivre. Ensuite, il y a évidemment les carticelles qui ont été, je me dépêche, les carticelles qui ont été évaluées dans le lymphome de la zone marginale de manière très limitée, mais dans zone A5, hein, c'est tout ce qu'on sait, 31 patients, zone marginale, qui avaient des résultats globalement comparables à ceux du lymphome folliculaire. Donc, ma foi, c'est assez satisfaisant. Mais aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas du tout encore autorisé dans cette indication, même en troisième ligne. Enfin, on a les anticorps bispécifiques qui arrivent, vont se faire une place un jour dans cette indication. Avec un essai en cours, c'est l'essai Marsoul, hein, mené par le LISA, en rechute, qui associe le mosunetuzumab au lenalidomide dès la deuxième ligne systémique. Et donc ça, c'est vraiment, on a les premiers patients qui sont inclus cette année. Les résultats, c'est pendant 5-7 ans, hein, avec une phase 3 comme ça. Donc on a hâte de voir, mais peut-être que ce sera le futur standard dans les 7-8 ans qui viennent. L'odronextamab est en cours d'évaluation par une phase 2.
dans un sous-bras de l'essai, avec donc une posologie qui est différente, hein, mais comme vous le voyez, à chaque fois, c'est des schémas à durée fixe, et le but étant de ne pas dépasser 6 mois de traitement. Bon, sauf le Dornextama, c'est même jusqu'à progression, donc ça pose question dans l'infomocyanose. Et l'epcoritamab, et ben pour l'instant, eh bien, il n'y a pas d'essai thérapeutique. Il n'y a pas d'essai thérapeutique dans la zone marginale. Voilà, je me suis un peu dépêché. Pour finir à temps, je réponds aux deux questions que je vois dans le chat avec Mathilde. Dans les critères de traitement clinique, il y avait des symptômes B. Est-ce que les symptômes B sont courants dans la zone marginale nodale classique? Alors, courant, c'est pas le terme adapté, mais c'est possible. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est quand quelqu'un a une pathologie indolente et que d'un coup, la personne présente des symptômes généraux, c'est une indication de traitement, y compris dans le lymphome folliculaire. Où est-ce qu'il faut traquer la transformation en lymphome du fibrant cellule B en cas de signes généraux? Donc, évidemment, c'est une question qui se pose toujours. Euh, mais de toute manière, au moment où on a des symptômes généraux, généralement, ben, on va refaire une biopsie, on va faire une TEP et on va voir où on en est. Si les SUV max sont autour de 4, 5, 6, ben, on va rester sur une zone marginale tranquille. S'ils sont à 15, 20, eh bien à ce moment-là, on va se dire peut-être qu'il y a eu une transformation et c'est absolument cet endroit qu'il faut biopsier. Question de Tristan. Est-ce qu'une phase circulante dans une margine splénique implique un envahissement médulaire ou est-ce que c'est une hématopoïèse splénique? Donc, la phase circulante, la phase circulante, elle est des lymphocytes matures, des lymphocytes qui sont devenus clonaux. Donc, a priori, les cellules en question sont déjà passées par l'organe lymphoïde de maturation, que ce soit la rate, les ganglions. Et donc, c'est pour ça qu'on peut retrouver des phases circulantes à la fois dans la forme, enfin dans les trois sous-types, hein. On peut trouver aussi des phases circulantes dans la forme extranodale, hein, même si c'est plus rare. Euh, et donc, mais ça ne. Ensuite, l'envahissement médulaire, ben, si vous faites une BOM, parce qu'il n'y a que ça qui nous permettrait de le voir, une BOM à quelqu'un qui a juste une lymphocytose B monoclonale sans cytopénie. Bon, déjà, c'est pas éthiquement super top, mais si on regardait ça, on pourrait éventuellement voir de rares infiltrats. Voilà, on verrait 10 cellules qui se battent en duel, qui sont le long d'un vaisseau, et l'anapathe aurait beaucoup de mal à dire, je suis sûr certain, mais il dirait compatible avec la phase circulante qu'on a dans le sang. Voilà ce qu'il dirait. Enfin, du coup, est-ce qu'en cas de zone marginale splénique avec phase circulante, on se contente d'un diagnostic? Et ben voilà. Donc, comme dans tout lymphome, ça c'est excellente question, merci Tristan. On préfère avoir une biopsie. Si vous avez la chance d'avoir des radios interventionnelles qui n'ont pas peur de faire des biopsies spléniques, surtout si ça fixe à la TEP, et qu'il n'y a pas de risque hémorragique majeur, etc. À ce moment-là, faites-la. Franchement, c'est le meilleur truc. Si vous n'avez pas cette possibilité parce que c'est trop dangereux, mais que vous avez des cytopénies qui vous font penser qu'évidemment il y a une BOM, qu'il y a une phase, il y a un envahissement médulaire, eh bien faites la BOM parce qu'au moins on aura ce diagnostic, ou moins le myélogramme. Mais idéalement, il faut qu'on ait du tissu pour faire un diagnostic de lymphome. Mais parfois, il faut reconnaître que, et malheureusement de plus en plus, le zone marginale splénique, on va avoir des cliniciens qui vont dire non mais c'est sûr, il y a une phase circulante, c'est un MATUTS 0/5 par exemple. Il y a des cytopénies, il est myélo-sanguin, il n'y a pas de doute, quoi. Il n'y a que la rate, il n'y a pas de ganglion atteint, il n'y a pas de zone, il n'y a pas d'atteinte muqueuse. Donc, il n'y a pas de doute. Et puisqu'il n'y a pas de doute, je me passe de toute biopsie. Donc, ça, c'est un peu dommage, mais ça arrive, malheureusement. Et c'est pas condamnable. Voilà, c'est comme ça. C'est un état de fait parce que ça peut être aussi embêtant d'organiser toutes ces biopsies. Euh,
Merci, docteur Bonnuy, pour cette présentation qui est assez claire sur la clinique, la classification et les thérapeutiques. Je me posais la question de rechallenger la première ligne là, à l'ère Descartes. Je ne sais pas si dans Zoom S5, ils avaient tous reçu plutôt Herbinda en première ligne ou pas vraiment, ou est-ce que du coup ça a un impact forcément sur l'efficacité des quartiers Excellente anti-CDD? question. Oui, oui, non, non, mais c'est une question qui se pose, mais sur 31 patients, de toute manière, difficile d'en faire des conclusions. Oui, en tout cas, l'air Vanda étant tellement utilisé outre-Atlantique, Zuma 5 a été largement peuplé de patients qui avaient reçu de la vandomycine au préalable. Mais ensuite, comme tu sais, les rechutes de zone marginale ne sont pas forcément dans l'année ou les 2 ans qui viennent. Vraiment, c'est 18% des patients qui rechutent dans les 2 ans. Donc, si les patients qui ont reçu des quartiers finalement faisaient partie des 82%, c'était une rechute tardive avec moins d'impact délétère de la vanda sur l'efficacité des quartiers, etc. Donc, on ne peut pas vraiment trancher et affirmer des choses avec certitude là-dessus. Et peut-être une deuxième question. En seconde ligne, on préfère maintenant, enfin nous, dans notre centre, on a plutôt l'habitude de les mettre sous ANU. Enfin, c'est un peu notre standard of care. Je sais pas, Tout à est-ce que fait. vous préconisez C'est exactement le nôtre aussi. Ok. Tout à fait. Le Zanu, bah, non seulement c'est facile, hein, c'est un comprimé, enfin c'est décomprimé. Voilà. On peut prendre soit tout d'un coup, soit 2 fois par jour. C'est a priori, enfin non, il faut faire un suivi cardiologique. Il faut suivre la tension, car même si les Alpine, etc., ont montré qu'il y avait moins de FA, en tout cas dans la LLC, moins de FA que sous ipotinib, ça reste des IBTK et ça reste pourvoyeur d'événements cardiaques qui sont dont la tension, l'HTA fait le lit. Donc, très important de contrôler la tension artérielle, très important de faire des automesures, très important de voir un cardiologue et d'adapter un suivi selon le risque cardiovasculaire. Mais tant que tout ça est respecté, ensuite, bah, c'est très facile, hein, c'est un traitement en extérieur, juste un suivi en consultation et généralement de très bonnes réponses avec peu de patients finalement qui rechutent sous avis. Ok, merci. Je sais pas s'il y a d'autres questions. On voit pas. Alors, il y a une question sur le chat, Maxime qui demande s'il y a des données d'efficacité des inhibiteurs du BCL2 dans le... Et ça a été essayé. Ça a été essayé, mais c'était pas vraiment efficace. Je peux pas j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense qu'il y avait eu un essai phase 2 Erlen, quelque chose comme ça, et qui était un peu, qui donnait les mêmes taux de réponse que Erlen. Enfin, donc R2 qui fait partie qui, avant l'avènement du ZANU, était un des traitements de seconde ligne, mais avec un taux de réponse globale à 53%, taux de réponse complète à 20% ou 13%. Donc c'est pas fou, quoi. Non, non, vraiment, les BTK inhibiteurs ont un rôle très important dans cette pathologie, tout comme les anticorps mono ou bispécifiques maintenant. Peut-être, voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, Com, pour cette présentation très claire. Et je pense qu'on va pouvoir laisser la parole au docteur Donzel. Bonjour, euh, vous voyez le diapo là? Oui, Oui, ouais. Donc moi, On voit un très beau bonjour. cœur surtout. Oui, c'est un marginal en plus. Non, j'en sais rien. Moi je m'appelle Marie Donzel, je suis assistante en anapath à Lyon Sud. Donc du coup, j'ai aucune idée de où vous partez en termes d'anapath, qui, je le reconnais, est une spécialité parfois obscure. Donc du coup, j'ai fait des petits récaps, donc n'hésitez pas si je vais trop lentement ou trop vite à me dire. Donc Marie, déjà, fais oui. ton écran plein, s'il te plaît. Ah bah oui, merci. Attends, parce qu'il faut que je partage l'écran 2. C'est mieux là? Oui, Oui. Ouais. merci.
Donc, du coup, déjà, les classifications ANAPAT, elles ont beaucoup évolué. Donc, ça a commencé à peu près dans les années 2000, la classification des lymphomes. Et donc, vous voyez, en 2016, on avait un bouquin. Maintenant, en 2024, on a deux bouquins pour classer les lymphomes et les pathologies myéloïdes. Et en plus, on a deux classifications parce qu'il y avait des débats un peu houleux au sein de la communauté des ANAPAT. Et il y a certains sujets, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc, du coup, on a la classification OMS et la classification ICC. Donc, il y a certains sous-types, et en l'occurrence, dans les zones marginales, il y a certains sous-types qui changent entre les deux classifications. Donc, ça complexifie encore nos comptes rendus ANAPAT, puisque techniquement, dans les conclusions, on est un peu obligé de mettre les deux classifications. Donc, je reviens un peu sur ce qu'a dit Com tout à l'heure, mais c'est vrai que l'anapath, l'hématopathologie, c'est vraiment, on aime bien utiliser le nom de diagnostic intégré parce qu'on va partir des données d'histologie, mais aussi des données de cytométrie de flux, par exemple, et des données moléculaires pour aboutir à un diagnostic. Et bien sûr, on ajoute à ça les données cliniques. Vraiment, on utilise tout ce spectre pour obtenir un diagnostic, donc c'est hyper important. Et en particulier, dans le lymphome de la zone marginale, c'est vraiment une très bonne illustration de ce principe-là. Donc, je vous ai juste rapidement rappelé comment ça marche l'anapath. Quand on reçoit un ganglion, là en l'occurrence c'est un placenta, c'est pas du tout un ganglion, mais c'est plus facile, c'est plus gros pour la photo. Donc, on va l'échantillonner, on va le mettre dans ce qu'on appelle des petites cassettes comme ça. Les cassettes, elles vont être enduites de paraffine. La paraffine, c'est exactement la même paraffine que dans les bougies. Et donc, après, ça va nous permettre de couper le prélèvement en toutes petites tranches de 3 microns qu'on va mettre sur des lames et qu'on va venir colorer. Donc, ici, j'en profite pour vous faire un point important, c'est que déjà, toute la prise en charge en anapath va dépendre de la taille du prélèvement. Et donc, nous, on préfère vraiment les biopsies exérèses dans les lymphomes d'une manière générale parce que ça va nous permettre de faire plein de techniques qu'on ne pourrait pas faire sinon. Et en particulier dans les lymphomes de la zone marginale, ça va nous permettre d'en envoyer par exemple un bout. À Lyon, on en envoie souvent un bout en hématologie pour qu'ils puissent faire de la cyto et de la cytométrie de flux. Et donc ça donne vraiment, on verra dans le lymphome splénique, ça donne vraiment des informations complémentaires en plus de l'immunohistochimie. Donc c'est hyper important. Pareil, on peut faire aussi de la cytogénétique à partir du fragment frais. Ça, c'est hyper important. Et puis la biologie moléculaire, ça reste quand même un peu plus sensible sur les prélèvements en congélation, même si c'est de moins en moins le cas. Donc c'est pour ça qu'on préfère un prélèvement de grande taille pour pouvoir faire plein de trucs. Les microbiopsies, clairement, on aime moins parce que du coup, on risque de manquer de matériel pour certaines techniques. Et puis surtout, quand on a une microbiopsie, vous vous doutez bien que si vous avez un gros ballon et que en fait, le gros ballon, j'en vois à peine l'équivalent d'un crayon à papier, et du coup, j'ai un manque d'informations. Je ne vais pas voir l'architecture globale du prélèvement. Donc ça va être hyper compliqué parce que vous allez nous supprimer une partie de l'information qui est très utile, et puis on risque de passer à côté de certaines lésions, des fois des lésions un peu hétérogènes, une progression dans un coin qu'on ne verra pas, une cellule de Hodgkin dans un coin qu'on ne verra pas, etc. Donc vraiment, les microbiopsies, je sais que pour les patients, c'est plus facile et c'est aussi plus accessible, mais vraiment, ça met l'anapath dans une position qui est parfois difficile. Donc, comment on réfléchit on n'en a pas quand on a notre ganglion. Ça, c'est grosso modo un ganglion normal. Donc, vous voyez ici un centre germinatif. Et puis, ce qu'on voit là qui est un petit peu plus foncé, c'est tout ce qui est la couronne mantellaire, la couronne marginale. Et donc, en fait, tout ça, à l'intérieur, il se passe plein de choses. Et en l'occurrence, il va se passer un peu toute la vie du lymphocyte. Le centre germinatif, c'est très schématique ce que je dis, mais le centre germinatif, c'est un peu l'école du lymphocyte. Et donc, quand il arrive, il est tout bébé, tout naïf. Il va rentrer à l'école du lymphocyte. On va lui présenter des antigènes. Et donc, si il réussit ses examens, il va pouvoir devenir un lymphocyte B mémoire, par exemple, ou un plasmocyte. Et s'il échoue, on va l'assassiner. C'est une école pas très fun, l'école du lymphocyte. Et donc nous, en fait, à chaque étape de la vie du lymphocyte, il va exprimer des marqueurs différents, ce qui fait qu'on va pouvoir reconnaître, ça par exemple, c'est un lymphocyte du centre germinatif parce qu'il exprime le CD10 et BCL6. Et donc du coup, on va le voir sur nos techniques d'immunohistochimie. On voit bien le centre germinatif qui est CD10+, et BCL2-. Voilà. Et donc après, quand on est face à une prolifération lymphomateuse, on va raisonner par panel d'immunohistochimie.
Donc, je vous épargne tous les panels qu'on fait pour les lymphomes B à grandes cellules, les Hodgkin, etc. Et dans le lymphome B à petites cellules, grosso modo, on va aller chercher des marqueurs du centre germinatif pour identifier les folliculaires. On va faire CD23, CD5 pour la LLC, la cycline D1 pour le manteau. Et le marginal, dans 90% des laboratoires d'Anapat, c'est un diagnostic d'élimination. Parce qu'on voit apparaître de plus en plus des articles qui parlent de l'intérêt de IRTA1 et MNDA dans les lymphomes de la zone marginale. Mais pour l'instant, il y a très peu de laboratoires dans les faits qui ont ces anticorps. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est encore vraiment un diagnostic d'élimination. Ensuite, on peut s'aider de techniques de fiches. Donc, je vous ai illustré avec Malte 1, que personnellement, à Lyon Sud, nous, on ne fait pas, mais qui est quand même décrit dans 24% des maltes de l'estomac et 40% au niveau des poumons. Donc, juste une petite photo à quoi ça ressemble la fiche, comme ça lui rappelle de délicieux souvenirs, je pense. Donc, on va mettre une petite amorce complémentaire d'une couleur au niveau d'une partie du gène, une autre partie à la suite. Et donc, en gros, quand tout va bien, les deux petites sondes en fluorescence, elles sont collées, comme ici, vous voyez la verte et la rouge qui sont bien collées. Et quand le gène, en l'occurrence ici, c'est sémique, il va aller ailleurs, il y a ce qu'on appelle un break. Et donc, du coup, on voit que les deux points, ils sont séparés. Donc ça, la fiche, ça aide bien dans plein de cas. Vous voyez, après, des fois, c'est impossible à lire, comme ici. Des fois, on est vraiment limité. Là, pour le coup, c'est vraiment lié à la qualité du prélèvement. Donc, dès qu'on a de la fibrose, de la nécrose, ou que c'est un peu écrasé, et c'est souvent le cas avec les bistouris électriques, ou alors avec les prélèvements en radiologie, parce que l'aiguille, ça écrase, et du coup, ça nous limite les techniques de fiche. Ensuite, on fait une clonalité. Donc ça, pareil, c'est vraiment indispensable quasiment, je dirais, à l'heure actuelle dans le lymphome de la zone marginale. Donc le principe de la clonalité, c'est qu'on va venir mettre une amorce complémentaire des séquences VDJ. Et donc en gros, si vous avez un ganglion réactionnel, vous allez avoir 1 milliard de lymphocytes à l'intérieur du ganglion et donc vous aurez 1 milliard de récepteurs B, donc de BCR différents. Et donc du coup, ça va vous donner une courbe, une gaussienne, et donc ce sera polyclonal. À l'inverse, si vous avez une population lymphomateuse, tous les lymphocytes B, ils auront le même BCR à leur surface, et donc du coup, on aura ce qu'on appelle un pic. Donc ça, je mets des R guillemets, ça signe le lymphome. Et enfin, en désespoir de cause, on peut arriver jusqu'au NGS pour nous aider à classer certains sous-types de lymphome. Et donc ça, bon, quand on en arrive là, c'est déjà qu'on a un peu galéré en général, mais ça peut aider dans pas mal de cas. Donc du coup, si on rentre dans le vif du sujet, le lymphome de la zone marginale, il y a effectivement 3 grands sous-types. Le lymphome de la zone marginale ganglionnaire, au sein duquel on a la variante pédiatrique, qui est maintenant un sous-type en soi des classifications ANAPAT, le lymphome splénique et les lymphomes extranodaux. Et effectivement, j'ai mis un petit sous-type aussi pour le lymphome cutané, qui est aussi mis à part des classifications ANAPAT. Et là, pour le coup, dans le lymphome de la zone marginale cutanée, il y a, et d'ailleurs comme dans le lymphome de la zone marginale de sous-type pédiatrique, il y a un débat. Est-ce que ces entités doivent vraiment être appelées lymphome, qui est un nom qui fait peur, ou est-ce que on ne devrait pas plutôt les appeler lymphoprolifération, puisque dans la plupart des cas, c'est des maladies qui évoluent très bien. Globalement, une lymphome de la zone marginale cutanée, c'est pas bien pire qu'une piqûre de moustique sur votre pronostic à long terme. Donc, le lymphome de la zone marginale, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, on l'a déjà dit, pas de marqueur immunohistochimique spécifique. Et non seulement il n'y a pas de marqueur vraiment spécifique, mais en plus, il y a des marqueurs un peu confondants. Par exemple, on peut avoir des lymphomes de la zone marginale qui expriment le CD5. Et dans ce cas-là, c'est difficile de les différencier, pas vraiment des manteaux, parce que pour le manteau, on a d'autres marqueurs que sont la cycline D1 et SOX11. Mais par exemple, des leucémies lymphoïdes chroniques, ça, c'est pas rare qu'on aille jusqu'au NGS pour faire la différence entre les deux. Et puis, dans les lymphomes de la zone marginale, on a souvent une différenciation plasmocytaire. Et donc, du coup, dans ces cas-là, pareil, on n'arrive pas trop à les différencier des Waldenström. Et donc, souvent, on va jusqu'au NGS pour aller chercher la mutation de MID88. Mais si on a un MID88 tout seul dans un lymphome de la zone marginale à différenciation plasmocytaire, on ne va pas forcément trancher entre marginal et le Waldenström parce que c'est quand même décrit d'avoir des MID88 dans des lymphomes de la zone marginale.
Donc vraiment, c'est un diagnostic d'élimination et on a vraiment besoin de la clinique. Donc, je vous ai mis rapidement la biomole des lymphomes de la zone marginale. Ici, c'est plutôt lymphome de la zone marginale splénique, mais en vrai, globalement, c'est à peu près toujours la même histoire. C'est l'objectif à la fin, c'est d'activer la voie NF-kappa B. Et donc, globalement, le profil moléculaire des lymphomes de la zone marginale, et ben, ça va avoir un impact sur la voie NF-kappa B. Donc, vous verrez que je ne commence pas par le lymphome ganglionnaire, parce que c'est encore un diagnostic d'élimination dans le diagnostic d'élimination. Donc, on commence par le lymphome splénique. Et donc, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que des lymphomes spléniques, on en avait pas mal avant. Aujourd'hui, c'est hyper rare parce que c'est un diagnostic qu'on va faire essentiellement sur des pièces de splénectomie. Je sais pas, mais nous, à Lyon, ils font pas de biopsie de rate, en tout cas. Et donc, c'est très rare aujourd'hui d'arriver à la splénectomie dans un lymphome splénique. Donc, en fait, on a pas mal finalement aujourd'hui de diagnostics un peu fortuits d'accidents de trottinette avec finalement une rate qui pèse 1,2 kg et donc découverte fortuite d'un lymphome de la zone marginale. Mais en tout cas, on en a de moins en moins. Euh, Nous, en tant qu'anapathe, c'est vraiment pas évident de dire que le lymphome, c'est un lymphome splénique primitif. Je vous ai mis ici des petits points de biologie moléculaire qui peuvent aiguiller le diagnostic, la DEL7P, on a un biais d'utilisation des immunoglobulines, les mutations de Notch2 et de KLF2, ça indique un peu plus un lymphome splénique, mais ça se voit aussi dans les lymphomes ganglionnaires, donc rien de vraiment ultra spécifique. Donc, si vous ne nous dites pas que vous pensez que c'est un lymphome splénique parce qu'il n'y en a que dans la rate, ben, nous, on va avoir du mal à affirmer l'origine purement splénique du lymphome. Et par contre, encore une autre difficulté au niveau splénique, c'est de faire le diagnostic différentiel avec les autres sous-types, en particulier le lymphome de la pulpe rouge splénique, par exemple, la leucémie à trichololécocyte aussi, mais un peu moins parce que là encore, il y a des marqueurs spécifiques. Et là, vraiment, je souligne vraiment l'importance du diagnostic intégré parce que vraiment, pour les lymphomes spléniques, en cytométrie de flux, ils sont meilleurs que nous parce qu'ils ont plus d'anticorps. Ici, vous voyez, en bleu, c'est les anticorps qu'ils ont en cytométrie de flux, mais que nous, on ne va pas avoir, en tout cas à Lyon Sud, en immunohistochimie. Donc vraiment, le lymphome splénique, c'est vraiment un diagnostic qu'on va faire main dans la main avec les cytologistes. Le lymphome du Malte, bah, du coup, ça, c'est assez. En gros, pour nous, c'est le plus facile parce que globalement, quand on a une atteinte muqueuse, digestive ou du poumon ou quoi, là, on est à peu près sûr de notre type. On est sûr qu'on va dire que c'est un lymphome du Malte et que ce sera vraiment un Malte. Euh, donc, évidemment, celui qu'on a le plus, c'est donc au niveau gastrique. Et donc, c'est celui qui est associé à Helicobacter pylori. En vrai, pas grand-chose à dire. Il n'a rien de spécial, hormis éventuellement un réarrangement de MALT 1. Mais juste le tout petit point important ici, c'est que faut pas confondre gastrite à Helicobacter pylori avec hyperplasie lymphoïde et lymphome. Ici, vraiment, nous, en tant qu'on est un centre lymphopathe, et donc du coup, souvent, on reçoit des avis des fois à la demande des cliniciens, par exemple, de gastrite à Helicobacter pylori avec une importante hyperplasie lymphoïde associée. Et donc, on nous l'envoie et on nous dit, est-ce que c'est possible de faire une étude de la clonalité pour éliminer un lymphome? Et en fait, c'est un des rares cas où on refuse de faire la clonalité, parce que du coup, là, comme vous avez une réaction inflammatoire, en fait, c'est un peu le principe d'un lymphocyte de faire une réaction clonale pour aller lutter contre un antigène. Et donc, en l'occurrence, si vous faites une clonalité dans une gastrite à Helicobacter pylori, ben, vous aurez un clone, mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous avez un lymphome. Donc, du coup, le mieux, c'est de laisser passer les choses et de recontrôler après éradication d'Helicobacter pylori. Et à ce moment-là, s'il y a encore un infiltrat suspect, on fera un clone et là, on pourra poser le diagnostic. Mais on évite de faire des clonalités dans un contexte infectieux avéré. Ça, c'est une petite diapo de la classification OMS qui montre du coup les différents profils moléculaires en fonction des sous-types. Donc, vous voyez que la peau, c'est un peu différent, mais globalement, après, tout ce qui est estomac, poumon, annexe oculaire, etc., c'est assez similaire. Dans la thyroïde, c'est assez intéressant parce que c'est un peu différent et en particulier dans la thyroïde, on a des mutations de TNFRS14, je n'arriverai jamais à le prononcer, mais qui est plutôt une mutation qui est décrite dans les folliculaires. Donc,
Bon, probablement qu'il y aura bientôt d'autres études à ce sujet, mais voilà, petit facteur confondant ici, il faut faire attention parce que ça peut être une cause d'erreur, en particulier en anapathe si on va jusqu'au NGS. Donc, petit point sur les cutanés, ce qui sont effectivement mes lymphomes préférés. Donc, les lymphoproliférations ou lymphomes de la zone marginale, bah, il y a deux dénominations, puisque du coup, il y a la classification de l'ICC où on dit lymphoprolifération et la classification OMS où on considère que c'est vraiment un lymphome. Et il y a aussi deux sous-types. C'est la sous-type class switch, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de chaîne lourde d'immunoglobulines et que c'est un lymphome qui va exprimer IgG, IgA, IgE. Donc ça, c'est les plus fréquents. Et c'est les vrais lymphomes B, enfin, lymphoprolifération marginale primitive cutanée. Alors que quand c'est plutôt un lymphome qui va exprimer l'IgM, là, ce sera vraiment à vous de faire attention et de faire un bilan d'extension parce que souvent, en fait, c'est des localisations cutanées de marginaux systémiques. Voilà. Et donc, dans le sous-type class switch, donc IgG, IgA, IgE, donc dans la vraie forme cutanée primitive, on peut avoir des cas, c'est assez fréquent et c'est bien décrit, des hyperplasies TFH, on en reparlera après, mais c'est un vrai facteur confondant dans ces sous-types de lymphomes. Et pour le coup, les lymphomes cutanés, ils ont un profil moléculaire assez particulier avec des mutations de FAS, de SLAM et de NCOR et de SPEN. Donc, bon, nous, on ne les a pas dans le panel, malheureusement, pour l'instant. Mais il faut savoir que, pour le coup, ils ont quand même un profil moléculaire bien distinct des autres lymphomes de la zone marginale. Et donc, du coup, bah, le lymphome de la zone marginale ganglionnaire, bah, du coup, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, à ce stade, j'ai plus grand-chose à vous dire. En gros, si le patient, il n'a pas de localisation muqueuse, qu'il n'a pas une énorme rate et qu'il a juste des ganglions, et bah, nous, on dira lymphome de la zone marginale ganglionnaire, sachant que, encore une fois, nous, quand on reçoit le prélèvement, dans 99% des cas, c'est juste écrit ganglion. Et donc, on n'a aucune idée de est-ce que le patient a une localisation muqueuse ou est-ce que le patient a une grosse rate. Donc, du coup, si vous ne nous le dites pas, nous, on va dire lymphome de la zone marginale ganglionnaire, bah, parce qu'on est dans un ganglion. Donc, du coup, c'est quelque chose qui va suivre après le patient potentiellement toute sa vie, alors que peut-être qu'en fait, ce patient, il avait vraiment un lymphome du Malte ou un lymphome splénique avec une dissémination secondaire. Donc, encore une fois, c'est vraiment très, très important de mettre des renseignements cliniques sur les bons, mais aussi, du coup, de discuter vraiment avec la NAPAT, en particulier en RCP, par exemple. Je vous ai fait donc deux petits points sur des notions un peu plus difficiles. C'est la notion du coup de progression et de transformation. La notion de transformation dans le lymphome de la zone marginale, c'est un peu controversé dans le sens où on n'a pas vraiment de critères pour dire que c'est une transformation. Certains ils regardent les réseaux de cellules folliculaires dendritiques, il y en a d'autres qui regardent l'index de prolifération, d'autres les plages de plus de 20 grandes cellules. Enfin, il n'y a pas vraiment de critères pour dire bah, ce lymphome-là est transformé. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on a vraiment l'impression que tout a été remplacé, vous voyez ici, là, on voit plein de petites cellules toutes jolies, et là, ça fait un espèce de flou artistique rose-violet, et quand on regarde, les cellules sont plus grandes. Donc, nous, devant un truc comme ça, on va dire transformation, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a eu un tsunami de grandes cellules qui a effacé l'architecture du ganglion. Mais il y a certains cas où on a l'impression que le truc il commence un peu à s'énerver, il y a beaucoup de grandes cellules, l'index de prolifération il est un peu augmenté, mais on n'a pas assez pour dire transformation. Donc il y a certains pathologistes qui peuvent dire lymphome de la zone marginale en progression. C'est plus une impression de l'anapathe qu'une vraie entité. Mais voilà, faut juste savoir ce que ça existe et ce que ça veut dire, sachant que globalement, cliniquement, ça a assez peu d'impact ensuite sur le pronostic et sur la prise en charge. La variante pédiatrique du coup de lymphome de la zone marginale ganglionnaire, encore une fois, ça c'est plutôt quelque chose de très indolent. En général, c'est plutôt les jeunes patients, c'est plutôt localisé au niveau ORL. Et là, le diagnostic différentiel, c'est soit l'hyperplasie lymphoïde réactionnelle, soit le lymphome folliculaire pédiatrique. C'est assez fréquent et de plus en plus qu'on ait des overlaps entre lymphome de la zone marginale et lymphome folliculaire. Donc là encore, c'est souvent des cas où on va s'aider de la biologie moléculaire. Et là encore, c'est des cas vraiment très bons pronostics. En général, pas de traitement nécessaire. Et potentiellement, un jour, ils seront sûrement enlevés même de la catégorie lympho, mais ils seront appelés lymphoprogression.
Voilà, je voulais juste faire un tout petit point sur l'hyperplasie TFH parce que je pense que c'est quelque chose dont vous allez entendre de plus en plus parler euh, au fur et à mesure de l'évolution des classifications. C'est quelque chose qui commence à être de plus en plus décrit et je pense que c'est vraiment un truc un peu compliqué où des fois entre anapath et hémato, ben, on ne se comprend pas parce que nous, on est bloqué, mais vraiment bloqué et vous, vous nous dites, mais dis quelque chose et on est bloqué. Donc, juste pour vous expliquer ce point-là, la notion d'hyperplasie TFH, c'est vraiment beaucoup plus décrit dans la peau, mais on voit aussi que ça existe dans le ganglion. En gros, vous savez que les lymphocytes TFH, c'est des lymphocytes T, donc, qui ont un rôle du coup d'aide à la réaction immunitaire. Et donc, ces lymphocytes TFH, ils peuvent se donner de véritables lymphomes issus des lymphocytes TFH. Et donc, le chef de file, c'est le lymphome T angioimmunoblastique, mais il y a aussi tout ce qui est lymphome T folliculaire helper NOS ou le sous-type folliculaire, etc. Tout le grand groupe des lymphomes TFH. Donc ça, c'est une chose. Mais on a remarqué de plus en plus que dans le micro-environnement des lymphomes, le Hodgkin par exemple, mais aussi dans certains lymphomes B, on avait une hyperplasie des cellules TFH. Et donc, des fois, cette hyperplasie, elle est tellement importante qu'en fait, eh ben, l'anapathe, il va d'abord voir les lymphocytes TFH. Il faut savoir que les lymphocytes T moches, ça fait plus peur à un anapathe que les lymphocytes B moches parce que c'est plus grave d'avoir un lymphome T. Donc, du coup, il va vraiment être bloqué sur ces lymphocytes TFH et ça peut conduire à des erreurs diagnostiques. Donc, c'est pas rare que du coup, on nous envoie des cas pour lymphome T, puis finalement, on dit bah non, c'est pas un lymphome T angioimmunoblastique, c'est un marginal avec signe de progression, par exemple. Et c'est aussi pour ça que nous, ces genres de cas, on a vraiment beaucoup de mal à les répondre avant les résultats de la biologie moléculaire et en particulier de la clonalité, plus ou moins du NGS. C'est vraiment dans ces cas-là qu'on va parler d'intégration des données histomoléculaires et où on va vraiment avoir besoin, un, de temps et deux, de discuter avec vous pour pouvoir arriver à la fin au diagnostic. J'ai mis deux exemples tout simples, tout rapides de cutané parce que j'ai que ça sous la main. Ici, vous avez donc un lymphome cutané. Vous voyez, donc là, c'est l'épiderme. Là, tous les petits points bleus, bah, c'est des lymphocytes. Normalement, il n'y en a pas. Et quand on regarde, c'est globalement un mélange un peu des petites cellules, essentiellement des petites cellules. Si on fait un CD20, bah là, vous voyez qu'il y a beaucoup de CD20. Si on fait un CD4, il y en a aussi beaucoup, mais un peu moins. Ici, c'est plus rose clair et là, c'est plus rouge foncé. Donc là, il y en a plus. Et quand on fait un PD1, donc le marqueur, pas le plus spécifique, mais un des plus sensibles des lymphocytes TFH, et ben vous voyez, il y a plein de marrons, donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de lymphocytes TFH. Il y avait aussi beaucoup de plasmocytes dans ce cas, avec une monotypie kappa. Donc là, vraiment, on avait l'impression qu'il y avait plus de lymphocytes B. Il y a une nette différenciation plasmocytaire monotypique. Bon, là, on se dit que c'est plutôt un lymphome de la zone marginale avec une hyperplasie TFH associée. On fait la clonalité, on a un gros clone B, pas de clone T, donc là, on est content, on valide, on dit OK, c'est un lymphome de la zone marginale. Ici, ça c'est un autre patient, donc on a un gros nodule, et donc pareil, tout ce qui est bleu, enfin tout ce qui est violet, c'est les lymphocytes, donc ici gros lymphome. Et là, bah, quand on regarde, il y a un peu de lymphocytes B qui font un peu des nodules, puis ils sont un peu dispersés par là. Il y a beaucoup de plasmocytes avec encore une fois une monotypie lambda, mais par contre, il y a vraiment beaucoup de lymphocytes T. Il y a plus de lymphocytes T que de lymphocytes B. Et puis, il y a une expression, encore une fois, du PD1 qui marque de grandes cellules regroupées un peu. Là, ça fait des petites marguerites. Bon, là, on est moins sûr, quoi. Donc, on se dit, bon, on va faire la clonalité. Puis alors là, pour le coup, celui-là, on ne va pas le valider avant la clonalité, parce que là, impossible de s'avancer sur le sujet. Et là, catastrophe, on fait la clonalité, il y a un clone B, il y a un clone T. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, dans ces cas-là, on va aller jusqu'au NGS. Donc, si le NGS nous sort des mutations de tête de ROA IDH2, bah, on est content. On va plutôt aller vers le côté lymphome télangiomyoblastique. Si le NGS nous sort un profil typique de lymphome B de la zone marginale, bah, on ira plutôt vers le lymphome de la zone marginale. Mais dans le pire des cas, il faut aussi savoir que bah, des fois, le NGS, il sort rien du tout, à part des mutations de tête 2 et de DNMT3A qui finalement peuvent correspondre à un lymphome TFH, mais peuvent aussi correspondre à une hématopoïèse clonale de signification indéterminée, une CHIP.
Et donc, dans ce genre de cas, eh ben, on ne pourra pas conclure. Et donc, c'est là que vous aurez le fameux à confronter à la clinique, parce que vraiment, on aura vraiment besoin de vous. Et là, si vous nous dites que bah, le patient, il va pas bien, c'est un truc très agressif, ben, on se dira, bah, ok, bah, c'est plutôt un lymphome T angioimmunoblastique. Ou au contraire, si vous nous dites, bah, non, c'est un truc très indolent, il a juste 3-4 ganglions, bon, on ira plutôt vers le marginal. Et puis, pourquoi pas, on discutera d'un nouveau prélèvement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment ce genre de cas où on aura besoin de discuter avec vous. Et c'est vraiment le seul truc à retenir de ce cours, c'est que c'est vraiment important de discuter avec la NAPAT, en particulier en hématopathologie, parce que vraiment, le plus d'informations on aura, meilleur on sera. Voilà. Merci beaucoup, docteur Donzel, pour cette présentation très claire et je pense qu'on avait tous besoin de rappels anapath sur ce lymphome. Peut-être il y avait une question sur le chat. En fait, la question c'est de savoir si quand on traite les maltes gastriques qui répondent finalement assez bien à la quadrithérapie anti-hélicobacter, est-ce que c'était pas finalement qu'on les a traités par excès sur simplement des cas de gastrite avec une lymphoprolifération qu'on a compté pour un zone marginale? Euh, Bah oui, effectivement, enfin, les lymphomes, enfin, c'est une question un peu difficile parce que c'est vrai que ça dépend de la quantité de l'infiltrat. C'est sûr que je vous dis qu'on fait jamais de clonalité sur les lymphomes gastriques associés à Helicobacter pylori. Bon, bah, c'est vrai qu'il y a des fois où il y a quasiment plus de muqueuse, on a un effacement complet de l'architecture, etc. Donc là, potentiellement, que c'est quand même des patients qui ont un vrai lymphome. Et je ne dis pas que le lymphome du Malte associé à Helicobacter pylori, ça n'existe pas. Mais effectivement, je pense que, en tout cas, au stade débutant, il y a vraiment un overlap. Et d'ailleurs, enfin, c'est assez connu que en fait, les lymphomes de la zone marginale, la plupart, ils sont associés à une inflammation chronique. C'est un peu le trigger de la maladie. Au niveau gastrique, c'est l'hélicobactère. Dans la peau, c'est Borrelia. Donc, je pense que vraiment, c'est un spectre lésionnel. Et donc, après, est-ce qu'il y en a qu'on traite trop tôt et d'autres, enfin, je peux pas trop savoir. Je pense que c'est Ensuite, une. en termes d'anapath, Marie, je sais plus, hein, c'est dans mes souvenirs, mais il y a la notion de lésion de la membrane basale et de l'épithélium qui Bah, c'est va ça, oui, effectivement. En fait, quand je dis qu'on ne fait pas de clonalité dans les lymphomes de la zone marginale au niveau gastrique, c'est parce que si c'est juste une hyperplasie des follicules avec une petite désorganisation locale, souvent on va dire que voilà, faut plutôt recontrôler après éradication. Effectivement, si vous nous biopsiez un truc et qu'on voit plus la muqueuse tellement il y a des lymphocytes, et ben là, oui, par définition, si on a un effacement de l'architecture, bah, c'est qu'on est vraiment face à un lymphome. Donc c'est un peu à Mais raisonner au cas de par fait, cas. c'est tout à fait ce que tu disais, hein, c'est-à-dire que et si tout dépend de ce qu'on considère un lymphome. Si un lymphome Mm. est forcément indépendant de son trigger infectieux et qu'il faut forcément qu'il y ait des événements oncogéniques qui le rendent indépendant de tout trigger, bah, à ce moment-là, on peut dire on a trié on a dit par excès qu'il y avait des lymphomes de la zone marginale gastrique alors que c'était encore que des gastrites. Mais ensuite, comme tu le disais, s'il y a un envahissement massif, que la membrane basale, elle est perforée à plusieurs endroits par les cellules, par les lymphocytes, à ce moment-là, c'est des critères histologiques qui font dire il y a un lymphome. Et voilà, c'est plus qu'une simple hyperplasie. Donc, c'est une zone grise et c'est la Mm. frontière et la question est très bonne, hein, mais en tout cas, il y a des critères histologiques qui font pencher plutôt vers lymphome parfois ou plutôt vers l'hyperplasie d'autres fois. Et ensuite, il faut faire confiance, je pense, aux experts lymphopathes qui en voient tout le temps, qui sont très, très fiables. Et est-ce qu'il y a des... Enfin, j'avais un peu cette notion, il y a des translocations qui font aussi que les patients vont moins bien répondre au traitement d'éradication. J'avais un peu la notion de la Tout à translocation fait, tout à fait. En 11-18. fait, on dit que quand on répond pas au traitement d'éradication, il faut aller rechercher cette translocation. Mm. De Malta. Donc à partir de là, on va se dire, ah bah il y a un événement cogénique qui en fait une prolifération clonale et donc que l'antibiotique ne va pas suffire. Et à ce moment-là, on va faire un autre traitement. Ouais, c'est ça, c'est tout l'idée du spectre lésionnel. Quand c'est encore quelque chose qui est lié à Helicobacter pylori et que ça régresse avec le traitement, je pense qu'on est encore peut-être un peu au stade de lymphoprolifération.
Et après, quand on commence à acquérir des mutations et des anomalies oncogéniques, et ben là, du coup, la cellule tumorale, elle s'autonomise vis-à-vis de Helicobacter pylori. Et donc, du coup, elle répond moins bien au traitement, puisqu'en fait, le mal est déjà fait. Hmm, merci. Et est-ce qu'il y a d'autres marqueurs immunohistochimiques de pronostic, un peu comme, enfin, par exemple, SOX11 dans le manteau, est-ce il y en a d'autres? Dans le marginal, non. Alors, Pas à SOX11, ma SOX11, connaissance. ça Et permet de SOX11, déterminer. Oui, de classer. oui, c'est diagnostic, c'est pas pronostic. Ouais, SOX11, c'est plutôt Il y a la diagnostic. P53, par exemple, qu'on fait dans le manteau, pour rester dans le Mhm. manteau. Mais non, dans le lymphome de la zone marginale, il y a pas grand-chose. P53, c'est mis qu'on va les faire quand on commence à avoir des signes d'agressivité, mais Mais en rien tout cas, de... quand on a un lymphome de la zone marginale avec une phase circulante Mhm. et qui est plus qu'une lymphocytose B monoclonale de base, hein, mais ça a l'air d'être associé à un lymphome avec des atteintes organiques, à ce moment-là, ne pas hésiter à rechercher P53 dans le sang, parce que ça va être un marqueur de mauvais pronostic. Ou alors, et faire un karyotype, par exemple, de l'I7P dans la forme splénique, c'est un marqueur de mauvais pronostic. Et Mhm. enfin, dernier élément, donc il y a des chercheurs sur la base de, on va dire, études multicentriques américaines. euh, Récemment, là, il y en a qui viennent de publier que le Ki-67 supérieur à 20% sera associé à un moment pronostic, mais la qualité, enfin, c'est pas une courbe vraiment prospective, etc. Et bon, voilà. Mais ensuite, c'est sûr que plus on a un info qui a l'air agressif et réplicatif, généralement, moins il est de bon pronostic. Jusque-là. Voilà. Après, il y a aussi un débat encore interne aux anapathes qui disent que le lymphome de la zone marginale en progression, en fait, ça n'existe pas parce que le lymphome de la zone marginale, il est toujours en progression. Soit c'est une découverte un peu fortuite sur un curage, ce qui arrive, mais dès que le patient commence à être symptomatique, et ben, ça veut dire que le lymphome de la zone marginale est déjà en train de progresser et que du coup, par définition, bah, c'est un lymphome de la zone marginale qui devient symptomatique, mais c'est un lymphome de la zone marginale classique. Donc le KI67 supérieur à 20%, j'avoue que bah, je pense que c'est aussi sujet à débat, quoi. Oui, oui, Mhm. bien sûr. Mm. Peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on sera meilleur. Merci beaucoup pour vos présentations à tous les deux. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Bon, bah parfait. Je crois qu'on a fini. Merci encore pour vos présentations, c'était super. Et le prochain webinaire, si je ne me trompe pas, c'est le 30 octobre. Alex, peut-être que tu sais mieux que moi. Il me semble que c'est le webinaire avec les Young Etchell, hein, Hmm. Mhm. tout à fait, avec Bon, c'est ça. Marco Aurelio et Gloria Jacobini, autour des bispécifiques, principalement. Ça va être un très très bon webinaire. Je vous invite à vous Bon. connecter. En anglais, évidemment. Premier webinaire international. Attention. Bien, merci beaucoup. Et ce Merci. sera, ah, et Mathilde nous précise que ce sera à 20 heures pour le prochain webinaire. Bonne semaine. Au Bon revoir. courage. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Merci, beaucoup bonne soirée. et merci à Beijing pour l'organisation. Bonne soirée à tous. Merci.